Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de commencer, chers participants, par une question. À l'ère du numérique, comment garantir à chacun un accès réel, simple et équitable à l'information environnementale? Que cela signifie-t-il pour nos communautés rurales, pour nos institutions et pour les générations à venir? C'est à ces questions que nous allons réfléchir ensemble ce jour. Si nous sommes réunis en ligne aujourd'hui, c'est parce que le 28 septembre, journée officielle dédiée par l'UNESCO à l'accès universel à l'information, tombe un dimanche cette année. Tout a donc été digitalisé et c'est dans ce format que nous lançons les journées de l'accès à l'information publique prévues du 28 au 30 septembre 2025. Ce webinaire est donc l'occasion de partager expériences et visions, mais aussi de formuler des recommandations fortes pour l'avenir. Et pour donner le ton de cette deuxième édition, j'ai le plaisir de vous inviter à suivre le mot introductif de Madame la Présidente de la KIDP, Madame Anne-Marie Konampain. Mesdames et messieurs, chers participants, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui marque l'ouverture de la deuxième édition des Journées du droit d'accès à l'information publique JDAIP Abidjan 2025. Comme vous le savez, les JDAIP Abidjan s'articulent autour du 28 septembre, Journée internationale de l'accès universel à l'information proclamée par l'UNESCO. Elles ont été conçues pour prolonger cette célébration mondiale en lui donnant une résonance nationale adaptée au contexte de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les 28, 29 et 30 septembre 2025, nous allons réfléchir, échanger et proposer des solutions sur le thème général « Accès à l'information et aux documents publics » entre ouverture, protection et respect des droits fondamentaux. Les JDAIP Abidjan sont devenus un rendez-vous annuel de dialogue, de partage et de construction collective. Elles réunissent institutions publiques, secteurs privés, partenaires internationaux, organisations de la société civile, chercheurs, médias et citoyens. Leur objectif est clair: aboutir à des recommandations pertinentes pour enrichir le chantier de la stratégie nationale de l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre webinaire du 28 septembre, qui ouvre les travaux de JDAIP Abidjan 2025, et le thème de la journée internationale sera discuté. Ce thème est « Garantir l'accès à l'information environnementale à l'ère numérique ». La question centrale est simple et exigeante. Comment le numérique peut-il devenir un moteur de transparence et de participation en matière environnementale en garantissant l'accès à une information fiable, utile et accessible à tous, y compris aux communautés les plus éloignées? Nous attendons donc de ce webinaire qu'il mette en lumière les enjeux d'infrastructure et de couverture numérique pour un accès équitable, les besoins spécifiques des communautés rurales en matière d'accès à l'information, particulièrement l'information qui touche leur cadre de vie, et enfin, le rôle du numérique comme levier de préservation de l'environnement et d'innovation citoyenne. Les contributions des experts et praticiens qui nous rejoignent aujourd'hui permettront d'ouvrir la réflexion, de nourrir les débats des jours suivants et surtout de formuler des pistes concrètes pour renforcer l'accès à l'information environnementale dans notre pays. Mesdames et messieurs, chers participants, tout en vous remerciant pour vos contributions, je vous invite à entrer dans le vif du sujet avec ce webinaire, premier acte des JDAIP Abidjan 2025, convaincu que vos échanges feront émerger des solutions utiles, réalisables et durables. Je vous remercie. Après ces messages, je vous propose de suivre une série d'échanges qui s'annoncent riches et passionnantes avec des acteurs clés issus des organismes publics, de la société civile et du secteur privé afin de croiser les regards et d'apporter des réponses concrètes à la question centrale qui nous réunit: comment garantir un accès inclusif et efficace à l'information environnementale à l'ère du numérique?
Commençons par aborder la question de l'accès des communautés rurales à l'information environnementale. Pour tenter de bien comprendre cet enjeu, nous sommes en compagnie de Madame Akissi Marthe, journaliste spécialiste des questions santé et environnement à la RTI. Merci d'être parmi nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Pourquoi l'information environnementale est-elle essentielle pour les communautés rurales ivoiriennes? Déjà d'abord, avant de parler de l'importance de l'information environnementale, il faut savoir que l'environnement, c'est une thématique assez transversale. Et on se souvient qu'à l'école primaire, quand on parle d'environnement, on nous disait que c'est tout ce qui nous entoure. Donc, on a ces éléments naturels ou encore artificiels et qui sont importants pour l'être humain, comme pour l'espèce végétale ou animale. Et donc, on peut dire que l'environnement a plusieurs composantes. Le sol, la terre, les forêts, l'eau et tout ça. Et pour revenir à la question, pourquoi c'est important pour les communautés rurales? Eh bien, parce que ces communautés-là sont directement attachées à ces composantes. Donc, dans les zones rurales, on a des paysans qui travaillent la terre, qui travaillent dans les forêts, qui utilisent de l'eau. Eh bien, c'est important que ces communautés soient informées de tout ce qui entoure, je vais dire, la thématique de l'environnement, en termes d'impact peut-être du changement climatique sur l'environnement, en termes aussi de leur exploitation de ces ressources-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de développement durable, donc comment informer ces communautés-là à ne pas abuser ou encore à ne pas exploiter de façon abusive ces ressources naturelles, mais à l'exploiter en tenant compte des générations futures. Donc c'est très important qu'elles soient informées. Comment le numérique change la donne en matière d'accès à ce type d'information? Eh bien, vous l'avez dit, le numérique, c'est aujourd'hui quelque chose d'incontournable parce qu'avant, on avait ces médias traditionnels que sont la radio, la télévision ou encore la presse papier. Pour avoir une information, il fallait attendre tout simplement. Donc, aujourd'hui, avec le numérique, on va dire qu'il n'y a plus d'attente et il n'y a plus de distance. L'information, c'est à l'instant T, au jour le jour. Oui. Du coup, pour les communautés rurales, c'est plus facile, peut-être avec un smartphone et une connexion Internet, d'avoir accès plus facilement à cette information environnementale. Donc, c'est la différence. Est-ce qu'il y a des exemples récents qui illustrent ces progrès en Côte d'Ivoire? Absolument. En Côte d'Ivoire, je me souviens qu'on a un programme de connectivité rurale. Je crois bien que ça a été lancé en 2024, qui consiste en fait à connecter plus de 500 villages au réseau Internet. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à tout le monde, surtout aux communautés rurales, d'avoir accès à des informations qui sont diffusées sur Internet. Donc, c'est vraiment une initiative à saluer. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quelques obstacles quand même, on aura l'occasion d'en parler. Effectivement, voilà. C'est ma prochaine question. Quels sont les principaux obstacles rencontrés par les communautés rurales? Les principaux obstacles, il y en a peut-être de tous autres, mais je vais commencer déjà par le premier qui porte sur l'accès même à Internet. J'ai parlé du projet tout à l'heure, plus de 500 villages. C'est vrai que la Côte d'Ivoire compte plus de 1000 villages d'ailleurs, mais déjà il y a certaines zones rurales qui n'ont pas accès à Internet, ça c'est un véritable problème, donc c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est l'analphabétisme. Aujourd'hui, avec les chiffres de l'UNESCO, on a 47% de personnes qui ne sont pas lettrées, on va dire comme ça. Et c'est un véritable problème pour ces personnes-là de pouvoir, comment j'appelle ça, comprendre un peu l'information qui est diffusée sur Internet. Oui. Et on a aussi l'analphabétisme numérique. On peut avoir un smartphone, on peut avoir la connexion Internet. Mais ne pas savoir comment l'utiliser. Évidemment. Donc, ça aussi, c'est un autre obstacle. Voilà. La Côte d'Ivoire a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert, le PGO, en 2015. Est-ce une réelle opportunité pour les communautés rurales d'avoir accès aux informations environnementales? Oh oui, c'est une réelle opportunité, effectivement, parce qu'à travers cette initiative à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2015, je pense que ça permet de mettre en avant l'accès aux données
public, donc divulguer les informations à travers les canaux numériques. Ouais. Ça, c'est l'un des piliers de cette initiative. Donc, ça permet de diffuser de façon massive les informations, les contenus, les messages sur les questions environnementales. Donc, c'est une véritable opportunité pour les communautés rurales, parce que c'est comme si c'était un droit, voilà, pour ces communautés d'avoir accès, de connaître ce qui se passe sur les questions environnementales. Comment les populations peuvent-elles participer à la collecte de l'information environnementale ? À plusieurs niveaux. Déjà, peut-être au niveau des jeunes, par exemple, former des jeunes, parce que de plus en plus dans les zones rurales, on a aussi des jeunes qui sont dans ces zones-là. Donc, les former déjà à l'éducation numérique, comment utiliser Internet, aller sur Internet pour avoir accès à des informations sur l'environnement, ou encore faire de petites capsules, comment faire avec son smartphone de petites capsules pour montrer l'impact du changement climatique, par exemple, sur telle zone, voilà. Et aussi avec les femmes, on a les médias sociaux, les groupes WhatsApp, on peut utiliser, divulguer l'information. Et puis bon, si on a des personnes parmi ces femmes-là qui sont allées à l'école, elles peuvent traduire en langue locale pour leur père, voilà, parler un peu des questions et des enjeux environnementaux. Donc, c'est une manière d'impliquer donc et la jeunesse et les femmes dans la diffusion de l'information environnementale. Les femmes, c'est surtout important. Pourquoi ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont beaucoup rattachées à la terre. C'est vrai qu'elles ne sont pas propriétaires terriens, mais elles sont beaucoup rattachées à la terre parce qu'elles cultivent beaucoup la terre. En ce qui concerne les forêts, quand on voit que les femmes elles vont couper du bois. Ensuite, l'eau, elles vont toujours chercher de l'eau et tout ça. Donc, il faut les impliquer dans ces enjeux environnementaux pour qu'elles comprennent mieux et puissent mieux diffuser l'information. Quelles pistes de solutions vous proposez pour renforcer l'accès des communautés rurales à l'information environnementale ? Au regard de tous les obstacles qui ont été cités déjà avec la couverture Internet assez insuffisante, il faut renforcer cela au niveau des zones rurales. Et il faut mettre aussi l'accent sur des formations, des petites formations d'éducation numérique, à des coopératives de femmes, à des groupements de paysans et tout ça, puisqu'on est en zone rurale. Il faut également, qu'est-ce que je vais dire encore, il faut donner de plus en plus la parole aussi, aux communautés, aux coopératives, pour qu'elles peut-être étalent leurs besoins, voilà, leurs besoins de savoir comment, par exemple, ça fonctionne si je dois cultiver telle culture, à quelle période. Parce qu'il faut le dire, la Sodexam, j'ai oublié cela, la Sodexam fait l'effort de publier des prévisions météorologiques et climatiques, mais c'est encore plus technique. Voilà, c'est des données assez brutes. Et tout ça, ce n'est pas compréhensible des populations rurales. Donc, il faut vraiment des canaux pour rendre digestes ces informations pour qu'elles touchent les communautés rurales au plus profond de la Côte d'Ivoire, je vais dire ça comme ça. Madame Akessi Marthe, alors je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat. Est-ce qu'aujourd'hui, on se soucie de l'information environnementale en Côte d'Ivoire ? C'est la véritable question que tout le monde se pose, parce que on peut dire oui, dans le sens où on a des projets gouvernementaux pour promouvoir la protection de l'environnement, mais en même temps, est-ce que c'est la priorité des priorités ? C'est vrai que je pose aussi la question, je la pose à moi-même, et en même temps à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et tout, la priorité des priorités. Est-ce que la question environnementale est la priorité des priorités ? C'est ça le véritable problème, parce qu'il faut savoir que généralement, vu que je suis dans les médias, on le sait très bien dans nos différents programmes de diffusion quand on parle des questions environnementales, et qu'on a une autre question à diffuser automatiquement, le choix est fait. L'environnement vient au bas de l'échelle. Alors que quand on a des dégâts environnementaux, on dépense des sommes d'argent assez, je dirais, faramineuses. Vous voyez là. Donc, c'est vraiment important et il faut vraiment prendre la question environnementale à bras le corps. Mettre cela sur la table des priorités. Voilà, au premier plan, je pense.
Merci, Madame Martha Kissi, Je vous d'avoir en prie. répondu à nos questions. Je rappelle à notre audience que vous êtes journaliste spécialisé en questions de santé et environnement à la RTI. Continuons sur la question de la contribution de la transparence, la participation citoyenne et l'accès à l'information publique à une gouvernance environnementale plus inclusive et durable en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons nos échanges en compagnie du Dr Christophe Kwame, président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire, une ONG ivoirienne active dans l'éducation à la citoyenneté, la promotion et la défense des droits humains. Vous êtes également expert en gouvernance démocratique. Oui, madame, bonjour, merci. Bonjour, merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. On va mettre directement les pieds dans le plat. Selon vous, en quoi la gouvernance démocratique et ses principes sont liés à la gestion des enjeux environnementaux ? En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, il y a 4 types de gouvernance. Il y a la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance environnementale et la gouvernance sociale. Ces 4 gouvernances ont pour socle commun la gouvernance et ses grands principes qui sont la redevabilité, la transparence, l'efficacité. Quand on parle de gouvernance environnementale, alors on va ajouter un élément en plus qui est l'équité sociale. Donc, cette gouvernance environnementale tire sa substance globalement de la gouvernance démocratique et de ses principes. La redevabilité, pourquoi? Parce qu'elle va impliquer que les autorités publiques qui vont gérer tout l'environnement, c'est-à-dire les ressources naturelles, les mines, l'eau et la forêt, il faut que ces autorités-là rendent compte. C'est ça le principe de la redevabilité. Par exemple, la mise en place d'un rapport public pour que les utilisations puissent savoir ce que ces autorités font. Les ressources naturelles comme le pétrole, l'eau et les mines, quand elles sont gérées par les autorités, il faut qu'elles puissent rendre compte par des rapports réguliers qui transparaissent dans les budgets. La transparence, pourquoi? La transparence pour qu'il y ait moins de corruption, pour que tout un chacun qui est partie prenante du bien commun, qui est la forêt, l'eau, les mines, l'or qu'on extrait du sol, il faut que ces autorités-là soient transparentes vis-à-vis de ces citoyens pour que les citoyens en bénéficient et incidemment lutter contre la corruption. L'intégrité, pourquoi? Parce que les institutions essentielles qui travaillent dans l'environnement, dans la gouvernance environnementale, comme dans toute la gouvernance, l'intégrité de ces institutions-là va essentiellement gérer le problème des détournements de fonds publics et de la corruption. Et des pratiques éthiques et déontologiques vont assurer que les politiques environnementales sont appliquées équitablement, je dis équitablement, pour toutes les populations. En somme, la gouvernance démocratique va légitimer les actions des gouvernants, des politiques environnementales, et elle va favoriser aussi la participation citoyenne. Vous savez, quand il y a un problème environnemental dans une région, il faut que les citoyens puissent, dans le cadre général de cette gouvernance, de leurs droits, pouvoir protéger ces droits-là vis-à-vis de la déforestation, vis-à-vis des eaux usées. Parce que localement, ces solutions additionnées à l'intégrité, à la transparence, à la responsabilité, va donner des solutions durables pour qu'on puisse gérer l'eau aujourd'hui et que nos enfants demain puissent, dans le futur, avoir la même eau dans les mêmes conditions, sans toutefois finir ces ressources-là. Donc voilà pourquoi ces principes de gouvernance globale s'appliquent à la gouvernance environnementale. Quels enseignements vous tirez des expériences de Civis Côte d'Ivoire en matière de redevabilité publique qui pourraient s'appliquer spécifiquement au secteur environnemental? L'un des principaux, je dirais, enseignements, c'est que sans obligation de rendre compte, les engagements restent des promesses non tenues. C'est-à-dire que les engagements pris par les autorités sont nuls et de nul effet, ne produisent rien, parce que c'est ces engagements-là qui se transforment en politique publique et qui améliorent la vie des citoyens. C'est que sans obligation de rendre compte, les engagements vont rester des promesses non tenues, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais appliquées au secteur environnemental, cela va signifier que les institutions doivent publier régulièrement des données fiables sur l'état des ressources naturelles, l'exécution des politiques climatiques et l'utilisation des financements verts.
La redevabilité va permettre non seulement de contrôler les résultats, mais aussi de renforcer la confiance des citoyens dans ce que les autorités font. Et cela aussi va garantir des prises de décision qui sont réellement dans l'intérêt général de la durabilité. Vous insistez souvent sur l'importance de la participation des citoyens. Alors, comment renforcer l'implication des communautés locales dans l'accès et le suivi des informations environnementales? Pour renforcer l'implication des communautés locales dans l'accès et le suivi des informations environnementales, il faut d'abord garantir le droit à l'information en rendant les données accessibles. Et pour rendre ces données accessibles, on peut le faire dans des langages simples et même les traduire dans des formats adaptés, y compris dans les langues locales, par exemple. Ensuite, il est aussi essentiel de mettre en place des mécanismes participatifs au niveau des villageois. On peut aussi créer des plateformes de conversation, des observatoires citoyens. Aujourd'hui, WhatsApp nous aide. On peut créer un groupe WhatsApp pour que les citoyens, dans leur langue, avec le message vocal, puissent s'exprimer et à l'intérieur de ce groupe-là, il y a un leader qui puisse récupérer cela pour aller au premier niveau de gestion locale des communautés, qui est la préfecture en Côte d'Ivoire, ou le commandant de gendarmerie, si c'est des faits divers. Cela va permettre quand même aux populations de contribuer directement, parce que ces communautés-là jouent un rôle de premier plan, c'est les vigies dans le cadre environnemental, même si en ville, avec les tornades, les personnes qui vivent en ville vivent le changement climatique. En réalité, ce dont on parle ici de l'accès à l'information environnementale, la gouvernance environnementale, touche beaucoup plus les communautés, en ce sens que la forêt, l'eau et les mines ne sont pas plantées au milieu des grandes villes. Voilà pourquoi nous, on pense qu'il faut que les populations locales soient plus impliquées à travers tous ces mécanismes-là, pour que tout de suite, quand il y a le problème, ou tout de suite, quand il y a la faute, l'information puisse monter. Et donc, à travers toutes ces plateformes, à travers des comités villageois qu'on met en place dans les communautés à la base, cela permet de régler ce déficit-là et augmente la participation. Mais docteur Kwame, avant de parler d'implication, est-ce qu'ils ont conscience, est-ce que ces communautés rurales ont-elles conscience de l'existence des données environnementales et du fait qu'on doit les partager? En réalité, c'est les villageois, la communauté villageoise qui crée les données. En ce sens que les communautés villageoises qui sont proches des cours d'eau, les communautés villageoises qui sont proches des orpailleurs clandestins, les communautés villageoises qui sont proches des terrains, des forêts classées que les braconniers viennent toucher, c'est ces communautés villageoises-là qui envoient les premières informations. Les informations brutes partent des communautés villageoises. Aujourd'hui, avec les drones, avec les satellites, avec les applications, il y a énormément d'applications qui récupèrent ces informations-là à travers des amis, des frères, des cousins. Je vais vous donner un exemple personnel. Chez moi, dans mon village, j'ai vu hier sur Facebook un jeune du village qui a créé un compte Facebook de mon village, publié une rivière polluée et faire appel au préfet. Donc, en conclusion, ces communautés ne sont peut-être pas informées qu'il y a des bases de données, mais en réalité, elles constituent à fournir les informations à cette base de données qui leur est reversée après à travers les mécanismes de gouvernance qui vont se décliner par le préfet, par le directeur régional de l'environnement et par le ministre de l'Environnement. Quelle place spécifique doivent occuper les femmes et les jeunes dans ce processus de gouvernance environnementale inclusive? Sans les femmes et les jeunes, il n'y a pas de gouvernance environnementale durable. La terre est notre avenir. Aux jeunes et aux femmes de la défendre, à tous de les écouter. L'écologie inclusive, c'est égal à la justice, l'innovation et l'espoir de demain. Pourquoi je dis ça? Les femmes et les jeunes ne doivent pas seulement être consultés, ils doivent être au cœur de la gouvernance environnementale. C'est les femmes qui gèrent chaque jour l'eau, la terre, c'est nos mamans qui vont au champ pour aller récupérer l'eau. On a beau dire, on a beau parler des hommes, mais en réalité, presque toutes les photos que vous verrez sur Google, vous verrez, c'est des femmes qui ont voilà, des jarres sur la tête. Elles vont dans les forêts pour chercher les arbres pour leur famille et leur communauté et
souvent elles détiennent des savoirs très précieux qu'il faut reconnaître et valoriser. Quant aux jeunes, eux, ils sont porteurs d'énergie. Et cette énergie de la jeunesse, c'est l'innovation. Et ils ont un regard neuf qui est indispensable pour inventer des solutions durables. Donc, exclure ces deux forces vives, c'est à la limite ne pas vraiment combattre le problème environnemental du changement climatique à travers l'accès à l'information qui est, je dirais, piloté en plus haut par la gouvernance environnementale. Donc, pour nous, les jeunes et les femmes, surtout les femmes qui sont en avant-poste et les jeunes qui sont pleins d'énergie et d'innovation, qui vont aujourd'hui je vais dire, tous les jeunes d'aujourd'hui sont férus de TIC, vont aider vraiment à ce que cette gouvernance environnementale et surtout l'accès à l'information qu'ils vont ajouter à la gouvernance traditionnelle va permettre d'avancer et de faire reculer le plus longtemps possible le changement climatique et ses conséquences. Selon vous, les outils numériques actuels en Côte d'Ivoire permettent-ils un accès suffisant et surtout équitable aux données environnementales? En réalité, les outils numériques les outils numériques constituent une formidable opportunité pour démocratiser l'accès à l'information environnementale. Mais en Côte d'Ivoire, il y a énormément de défis qui persistent. Le premier, c'est la couverture Internet de toute la Côte d'Ivoire. Il faut vulgariser peut-être l'accessibilité, mais il y a une dynamique qui est déjà engagée qu'on voit, parce que le gouvernement a créé des plateformes numériques. Il y a des systèmes de cartographie participative. C'est une cartographie dans laquelle vous pouvez vous-même mettre une information, ou même vous pouvez suggérer une information. Il y a aussi des applications mobiles de suivi de la déforestation en temps réel et de gestion même des déchets qui ouvrent des voies à une transparence accrue. Mais au-delà de tout cela, il y a des investissements que l'État doit continuer de faire pour augmenter la qualité de l'inclusion numérique. Il ne faut pas qu'il y ait de l'exclusion. Et aussi, il y a la formation des communautés locales. Il faut qu'on commence maintenant à former les communautés locales pour aller au-delà du simple aspect de la visualisation et de la dénonciation de la déforestation et que ces communautés locales puissent avoir des représentants qui puissent manipuler l'outil Internet. Donc, en conclusion, nous sommes sur la bonne voie. Il faut un peu d'investissement pour casser la fracture numérique, pour augmenter la capacité des communautés et former les communautés au digital. Voilà, parce que si ces communautés sont formées à ces outils, on va régler une partie de l'accès à l'information environnementale et le gouvernement même, avec cette proactivité-là, va gagner en termes de ressources. Voilà, parce que quand on attend un peu plus tard et qu'on découvre que le mal est fait depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 10 ans, alors ça demande plus de ressources pour venir. Quel mécanisme concret de redevabilité environnementale pourrait être instauré, inspiré de ceux déjà expérimentés dans la gouvernance budgétaire ou encore administrative? Au niveau de la gouvernance budgétaire et administrative, nous avons agi sur à peu près 4 points. Et on peut utiliser ces points-là pour les appliquer en gouvernance environnementale. Il s'agit de l'audit environnemental indépendant qui est inspiré des audits budgétaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut créer une autorité nationale indépendante d'audit environnemental. Je vous donne le nom en précurseur, ANIAE. On peut même imposer de publier un rapport annuel sur l'état environnemental avec des indicateurs clairs, par exemple taux de déforestation, qualité de l'air, respect des engagements. Et dans cet audit-là, pensez à des sanctions. Parce que ce qui n'a pas marché dans le budget, c'était les sanctions. Aujourd'hui, même si on crée cet audit environnemental, il faut qu'on pense aux sanctions. Le point 2, c'est un budget vert qui est inspiré des budgets programmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est passée du budget de moyen au budget programme. Ici, c'est une obligation de marquer les dépenses. Chaque ministère doit identifier dans son budget les dépenses ayant un impact environnemental, par exemple, positif ou négatif, même avec des indicateurs de suivi. Ensuite, on peut créer une commission parlementaire dédiée. Aujourd'hui, il n'existe pas, à ma connaissance, une commission parlementaire environnement et développement durable.
on peut créer au sein de l'Assemblée nationale qui est chargée d'examiner et de valider les budgets verts. En termes de transparence, on peut obliger tout le monde, toute l'administration publique, à publier un document de politique environnementale annexé au budget national et accessible surtout au pouvoir. On peut aussi créer une plateforme citoyenne de suivi qui est inspirée du portail de transparence budgétaire, lancer une plateforme numérique et puis aussi on peut créer un mécanisme de réponse, un peu ce qu'on appelle l'alerte précoce dans les autres cas avec les lanceurs d'alerte. Ici aussi, ce mécanisme de réponse obliger les institutions à répondre au signalement sous 30 jours par exemple, avec des publications et des suites de données. Ensuite, le point 4, on peut créer des contrats de performance environnementale, des indicateurs fixés avec des objectifs mesurables, réduction de 20%, bonus, malus par exemple. Ceux qui travaillent bien, ils sont récompensés, les bonnes performances, ceux qui travaillent mal. Et enfin, on peut créer même des cours de compte environnementaux inspirés de la Cour des comptes actuelle. C'est-à-dire, ici, on peut élargir le mandat de la Cour des comptes ivoirienne pour inclure des audits environnementaux réguliers, ce qui n'existe pas. Ça, c'est innovant et j'espère que si le gouvernement prend mon idée, il faut qu'on nous paye le droit d'auteur. Des royalties. On finit là-dessus. Par exemple, on peut publier des rapports thématiques. Ce n'est pas encore fait en Côte d'Ivoire. La gestion des déchets à Abidjan, je n'ai pas encore vu de rapport. Impact des mines sur la biodiversité. On parle de ceux qui sont en train de faire leur paillage illégal. J'ai fouillé en venant. Je n'ai pas vu encore de rapport consolidé relativement à cela. Ensuite, on peut faire des recommandations. Par exemple, chaque fois qu'on a créé ces choses-là, recommander aux autorités de corriger. Voilà. Mais pour que ce budget, je dirais, pour que la question que vous avez posée, c'était quoi? La question, c'était quel mécanisme concret de redevabilité environnementale pourrait être instauré, inspiré de ceux déjà expérimentés? Pour que ce mécanisme marche, il faut qu'il y ait un cadre juridique qui va l'entourer. Parce que comme ça n'existe pas, il faut un cadre juridique. Donc renforcer les lois existantes comme le Code de l'environnement pour intégrer des mécanismes et prévoir des sanctions. Aussi, il faut une capacité institutionnelle, il faut commencer à former les gens. Si on veut faire la même chose, parce que ça se fait dans le cadre du budget, mais dans le cadre environnemental, ça ne se fait pas. Donc là encore, il faut renforcer les capacités des agents publics et doter les institutions de moyens techniques et financiers nécessaires. Et enfin, une implication citoyenne, toujours le citoyen au centre des décisions étatiques. Il faut sensibiliser la population et les médias pour une participation active. Vous avez distillé un chapelet de recommandations, mais si vous deviez en adresser 3 prioritaires aux décideurs publics pour renforcer l'accès à l'information environnementale, quelles seraient-elles? Première recommandation prioritaire, créer une plateforme nationale unifiée d'information environnementale. Deuxième recommandation prioritaire, instaurer une obligation légale de transparence proactive pour les acteurs publics et privés. Et troisième recommandation, c'est développer des outils de sensibilisation et de formation pour les citoyens, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, c'est-à-dire régions et mairies, et enfin les journalistes et les médias. Pourquoi créer une plateforme nationale? Pourquoi? Parce que l'information environnementale, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est dispersée dans plusieurs ministères, agences, dans des rapports, ce qui limite son accessibilité. Parce que là, on parle d'accès à l'information et les documents publics et son utilité pour les citoyens, les chercheurs et les décideurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un gouvernement ivoirien qui veut bien travailler, toutes les informations sont tellement dispersées que ça prend un mal fou pour pouvoir avoir l'information juste et le faire. Donc, en créant une plateforme nationale unique, ça va régler le problème. Donc, les recommandations qui en découlent, c'est lancer un portail numérique unique, rendre les données ouvertes et interopérables et obliger les institutions publiques, ministères, agences, collectivités à y publier leurs données sous peine de sanctions administratives. J'ai dit aussi qu'il fallait instaurer une obligation légale de transparence proactive pour les acteurs publics et privés. Pourquoi? Parce que beaucoup d'informations environnementales ne sont pas rendues publiques ou le sont avec retard, ce qui entrave la redevabilité et la participation citoyenne. Donc on recommande pour ce point 2-là de modifier le Code de l'environnement pour imposer à tous les acteurs, États, collectivités, entreprises, le privé, de publier systématiquement et sans délai les études d'impact environnemental avant tout projet, mines, infrastructures, agro-industrie,
les rapports de suivi, émissions polluantes, gestion des déchets, reboisement, les sanctions et mesures correctives en cas de non-respect de ces normes-là. Et on doit créer aussi un délai légal, exemple 15 jours, 30 jours pour la publication de ces informations avec des pénalités en cas de non-respect. Et enfin, renforcer le rôle des médias, de la société civile, en leur donnant un droit d'accès garanti à ces informations-là. Enfin, le point 3 des recommandations majeures que je vous ai proposées, c'était de développer des outils de sensibilisation et de formation pour les citoyens, les OSC, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les journalistes et les médias. Pourquoi on doit faire cela? Parce que même l'information, même lorsque l'information est disponible, elle reste souvent technique et peu accessible au grand public, limitant son utilisation pour la surveillance citoyenne. Et donc, sur ce chapitre, on recommande de lancer des campagnes de sensibilisation radio, réseaux sociaux, ateliers, pour expliquer aux citoyens, aux journalistes, aux ONG comment accéder et utiliser les données environnementales, former les journalistes et les ONG à l'analyse et à la diffusion de ces informations via des partenariats avec des écoles de journalisme et des organisations internationales, créer des outils simplifiés comme les applications mobiles pour signaler des pollutions ou consulter la qualité de l'air et l'eau en temps réel. Aussi créer des tableaux de bord interactifs pour visualiser l'évolution de ceux-là. L'idée à la fin de tout cela, c'est qu'il faut qu'on encourage la protection des lanceurs d'alerte environnementaux et qu'on promeuve une culture de dénonciation constructive. Merci beaucoup, Dr Christophe Kwame, pour ces éclaircissements. Je rappelle aux participants de ce webinaire que vous êtes président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire, une ONG ivoirienne active dans l'éducation à la citoyenneté, la promotion et la défense des droits humains. Vous êtes également expert en gouvernance démocratique. Abordons le rôle de l'accès à l'information environnementale soutenue par le numérique pour la justice climatique et la participation citoyenne en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous abordons la question de la justice climatique avec le docteur Durand Oboué. Vous êtes coordonnateur national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA Côte d'Ivoire, depuis 2018. Vous êtes également membre de l'équipe nationale de négociateurs climat. Vous avez notamment participé au COP 28 et 29. On y reviendra au cours de cet entretien. Vous avez une expérience dans la coordination de projets sur le climat, l'érosion côtière et le développement durable. Et vous êtes également depuis peu enseignant d'un séminaire sur la justice climatique à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan. Docteur Oboué, merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Vous coordonnez depuis plusieurs années l'Alliance panafricaine pour la justice climatique en Côte d'Ivoire, comme je le disais dans mon introduction, et vous faites partie de l'équipe nationale des négociateurs sur le climat. Comment ce double rôle vous permet-il d'articuler les enjeux internationaux et les réalités locales? Alors, merci beaucoup. Il faut dire qu'en matière de changement climatique et spécifiquement sur les questions de justice climatique, nous, au nom de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, on parle pour le compte des communautés et des populations qui sont vulnérables et impactées par les changements climatiques. Alors, au niveau local, ce que nous faisons, c'est des consultations que nous organisons auprès des communautés vulnérables, notamment celles qui vivent sur le littoral, les populations agricoles, qui sont beaucoup plus impactées par la sécheresse qui devient de plus en plus longue. On prend leurs préoccupations et ces préoccupations-là, on les aligne avec les priorités qui sont déterminées au niveau international. Voilà, il faut dire que lorsque nous prenons les préoccupations de ces communautés, nous faisons en sorte de pouvoir parler au nom de ces communautés-là parce que c'est vrai que nous sommes tous vulnérables, mais elles sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus impactées que nous. Alors, au niveau international, ce qu'il faut faire, c'est que nous travaillons en lien avec les accords internationaux. Alors, au niveau de ces accords-là, il faut dire que c'est, par exemple, l'accord de Paris sur le climat, qui est l'accord le plus récent, mais avant cela, il faut parler aussi du protocole de Kyoto. Au niveau national, nous avons des tests tels que les contributions déterminées au niveau national, qui sont donc des engagements de tous les pays qui traduisent leurs efforts en termes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc, nous faisons en sorte qu'au niveau local, nous prenons en compte les préoccupations des communautés et nous veillons à ce que ces préoccupations soient prises en compte dans les contributions déterminées au niveau national et nous les alignons maintenant avec l'accord de Paris sur le climat.
Vous enseignez désormais un séminaire sur la justice climatique. Selon vous, en quoi l'accès à l'information environnementale est-il un levier essentiel pour cette justice? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on parle de justice climatique, permettez-moi de définir juste un peu c'est quoi la justice climatique. Alors, c'est un mouvement d'action sociale qui est porté dans le cadre d'une action citoyenne, mais tout en demandant la justice en lien avec les changements climatiques. Donc, nous travaillons sur plusieurs facettes de la justice climatique qui sont des formes d'injustice en lien avec le changement climatique que nous connaissons. D'abord, il y a la question de l'inégalité en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc entre les pays industrialisés et les pays en développement, donc les pays africains dans leur ensemble. Et le deuxième aspect de cette injustice-là, il y a la question intergénérationnelle, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant aujourd'hui qui naît, ou bien ceux qui vont naître dans 5, dans 10 ans, vont subir plus des effets des changements climatiques que ceux d'aujourd'hui, alors que ces enfants-là n'ont pas contribué à émettre des gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques. Alors, donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, il y a aussi l'aspect en termes d'accès à la finance climatique. Donc, nous constatons également une certaine inégalité aussi, et donc nous demandons vraiment justice climatique à ce niveau-là. Selon vous, en quoi l'accès à l'information environnementale est-il un levier essentiel pour la justice climatique? Alors, c'est un levier essentiel parce que sans information, il serait vraiment difficile pour nous de parler de justice climatique. Voilà, parce que nous travaillons sur des tests au niveau international, mais aussi au niveau national. Il y a des documents, par exemple, dont les accès sont vraiment ouverts au grand public. Lorsqu'on prend par exemple les contributions déterminées au niveau national, pour la Côte d'Ivoire, celui de la deuxième génération, il suffit juste de taper contribution déterminée au niveau national Côte d'Ivoire, vous le trouvez disponible en ligne. Donc, il n'y a vraiment pas de contrainte d'accès à ce document-là. Une fois que ce document est validé, il est mis en ligne sur le site de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, l'accès est vraiment aisé pour tout le monde. À côté de cela, il y a plusieurs autres documents, notamment les communications nationales de tous les pays. Il y a aussi le rapport biennal de tous les pays, par exemple. Ce sont pour nous des outils très importants pour mieux demander justice climatique. Parce que c'est vrai, on prend en compte les préoccupations des communautés, mais il faut toujours les aligner avec les textes existants de sorte à pouvoir mieux demander justice pour ces communautés. Quel type d'informations environnementales sont les plus critiques pour garantir une participation équitable des communautés dans les débats climatiques? D'abord, il faut voir le niveau de vulnérabilité des communautés. C'est vraiment un aspect très important. Mais ces vulnérabilités de ces communautés-là, soit c'est par consultation qu'on peut avoir en discutant avec les communautés ou bien des rapports d'études scientifiques. Mais lorsque ces rapports ne sont pas publiés, c'est vraiment difficile pour nous de pouvoir mieux argumenter en fait le plaidoyer qu'on adresse pour ces communautés-là. Donc, ce qu'on demande, c'est de pouvoir mieux mettre à disposition de tout le monde, du grand public, voilà, tous ces rapports d'études qui sont réalisés. Parfois, il y a des études qui sont réalisées, mais il y a vraiment des difficultés d'accès. Voilà, souvent, lorsque même c'est mis en ligne, il faut soit des mots de passe ou encore l'accès est payant et tout ça. Or, ce sont des documents très importants, surtout pour nous qui sommes acteurs de la justice climatique. Vous avez participé, je l'ai dit à l'entame de cet entretien, aux 2 dernières conférences des parties, 28 et 29. Quelle place occupe aujourd'hui la question de l'accès à l'information environnementale dans les négociations internationales sur le climat? C'est un aspect très important, l'accès à l'information, parce que toutes les négociations sur le climat sont basées, je peux le dire, sur l'accord de Paris sur le climat et par moment même, on est obligé de retourner au protocole de Kyoto pour pouvoir faire des plaidoyers et aussi faire des négociations. Voilà. Mais lorsque ces documents ne sont pas vraiment disponibles, alors il y a un sérieux problème. Voilà. Donc, au niveau du système des Nations Unies, les liens sont disponibles. Peut-être que le problème, c'est de pouvoir mieux vulgariser en fait ces liens qui sont disponibles là. Une fois qu'on a accès à ces différents liens, ils nous orientent directement vers les différents documents dont on a besoin. Donc, la question des documents ou encore des rapports sont vraiment très indispensables dans l'action climatique.
Et ça, vraiment, sans rapport d'études, sans les documents de politique et tout ça, là, il est vraiment difficile. Donc, l'accès doit être vraiment accessible à tous. On va y revenir sur la question de la vulgarisation des données, en ce qui concerne l'information environnementale. Mais comment les pays africains, et la Côte d'Ivoire en particulier, peuvent-ils tirer parti du numérique pour mieux faire entendre leur voix dans ces négociations? Alors, nous, il y a déjà un travail que nous faisons. Il y a 2-3 ans de cela, on a contribué à former des activistes en fait, du numérique en matière de changement climatique. Voilà, parce que les pays occidentaux, ils sont vraiment très avancés en termes de diffusion d'informations. Nous également, on a de bonnes pratiques. Donc, ce que nous faisons dans 12 pays africains, nous avons vraiment travaillé à pouvoir former des jeunes, les outiller à l'utilisation des réseaux et des médias sociaux. Voilà, donc dès que nous avons des informations, le travail, c'est de pouvoir remonter les informations ou encore des difficultés en lien avec les changements climatiques du niveau rural ou encore du niveau local vers le niveau national et aussi au niveau international. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que quand on se réveille matin, le premier réflexe, c'est vraiment d'aller sur les réseaux, un groupe WhatsApp, on suit un peu l'actualité. Actuellement, avec l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient, il y a également la société civile. Notre secrétariat PACJA est représenté là-bas pour faire entendre encore la voix de la société civile. Mais nous, depuis là-bas, c'est juste sur les plateformes sociales que nous, on arrive à être informés. Et même à travers les groupes WhatsApp dont nous disposons, nous recevons les informations en temps réel. Voilà, donc tout ce qui se passe là-bas, on arrive à suivre directement. C'est pour dire que vraiment les plateformes sociales, les réseaux sociaux, le numérique est vraiment un outil très performant dans le plaidoyer que nous faisons. J'aimerais revenir sur la question des activistes que vous avez formés. Est-ce que vous avez senti un changement de conscience quant à l'information environnementale au cours de cette formation? Est-ce qu'avant, ils avaient vraiment conscience que ce type d'information existait ou pas du tout? Alors, au départ, ils ne le savaient pas parce qu'on a souvent tendance à confondre des problèmes environnementaux avec des problèmes climatiques. Voilà, donc nous les avons d'abord outillés sur la problématique des changements climatiques et à partir de cet instant, ils ont vraiment commencé à mieux faire leur travail. À San Pedro, à Yamoussoukro, à Dimbokro et même sur le littoral, dans 12 localités en Côte d'Ivoire, on avait des jeunes qui nous faisaient des remontées d'informations. Quelles sont les principales difficultés rencontrées en Côte d'Ivoire pour assurer un accès équitable et transparent aux données environnementales, que ce soit le climat, la biodiversité, l'érosion côtière et tout ce qui s'ensuit? À ce niveau, je tenais à féliciter déjà le travail que fait le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, parce qu'il existe depuis plusieurs années un site internet où on peut avoir les documents importants en matière de lutte contre les changements climatiques. Et ce site même a été mis à jour tout récemment. Donc, sur ce site-là, on peut vraiment avoir tous les documents importants dont on a besoin. Et aujourd'hui, lorsque le ministère organise certains événements, des ateliers importants, il suffit juste de se rendre sur les pages Facebook, le compte Twitter, et on peut avoir en temps réel ces informations-là. Voilà, donc il est vraiment un peu difficile de dire que au niveau national, surtout avec le ministère de l'Environnement, il y a des difficultés d'accès à l'information. Il suffit juste de les contacter, peut-être si on n'a pas les liens, ils peuvent mettre à disposition les liens et on peut avoir ces documents. Peut-être ce qu'on peut leur demander, c'est de mieux vulgariser en fait cette plateforme-là. Voilà, parce que tout le monde n'a pas vraiment connaissance de ces sites internet où les informations sont disponibles. Comment vulgariser justement l'information environnementale aujourd'hui pour qu'elle soit connue du grand public? Oui. Alors pour moi, je pense qu'on peut vraiment passer par des visuels comme on a pour habitude de faire, surtout en misant sur les réseaux et les médias sociaux et associer surtout les activistes, voilà, on peut dire les influenceurs. Ouais. Voilà, ils sont beaucoup écoutés aujourd'hui. Voilà, donc on peut vraiment passer. Le ministère de l'Environnement déjà fait une campagne sur la pollution de l'eau. Moi, c'est à travers le page Facebook que j'ai vu cette campagne-là. Voilà, il y a déjà des influenceurs
qui sont associés à cette campagne-là. Donc, je pense bien que c'est une bonne dynamique qui mérite vraiment d'être amplifiée. Quelles actions prioritaires recommanderiez-vous aux institutions publiques pour renforcer la transparence et la diffusion d'informations environnementales à l'ère du numérique? Pour moi, c'est de faire de même que ce que je sais au niveau du ministère de l'Environnement. Normalement, il y a également le ministère de l'Énergie qui est concerné par les questions du changement climatique, le ministère des Eaux et Forêts. Eux également, ils ont leur page Facebook où je passe très souvent pour avoir des informations en temps réel. Il y a également le ministère de l'Assainissement. Voilà, donc c'est une question transversale, donc plusieurs ministères sont concernés. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir mettre sur des sites internet les rapports, surtout les rapports dont ils ont à leur disposition pour que vraiment l'accès soit aisé à tout le monde. Enfin, à titre personnel, Dr Oboué, quel message vous souhaiteriez transmettre aux citoyens ivoiriens qui nous regardent et qui participent à ce webinaire sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la gouvernance climatique grâce à un meilleur accès à l'information? Alors pour nous, tout citoyen doit comprendre que aujourd'hui, la question des changements climatiques est une crise. Donc nous devons tous œuvrer pour pouvoir nous adapter aux effets des changements climatiques et encore plus loin à réduire nos émissions de gaz à effet de serre à travers des actions d'atténuation. Mais on doit mieux nous informer sur la crise en passant par le numérique. Voilà. Aujourd'hui, à travers nos smartphones, on peut parcourir des sites internet, que ce soit des Nations Unies, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Énergie, de tous ces ministères-là, pour avoir des documents et puis mieux nous informer. Voilà, donc il ne suffit pas seulement de pouvoir suivre des activités à caractère distractif, mais on peut également parcourir ces différentes pages-là pour mieux nous imprégner parce que l'information existe déjà sur plusieurs plateformes. Merci, Dr Oboué, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, membre de l'équipe nationale de négociateurs climat et enseignant d'un séminaire sur la justice climatique à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan. Penchons-nous sur la contribution à la prévention des risques sanitaires soutenue par le numérique, à la gouvernance environnementale et à l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie du docteur Yaya Silla, enseignant-chercheur, maître assistant CAMES à l'université Félix Houphouët-Boigny, géographe de la santé, spécialiste des questions de la dégradation de l'environnement et des risques sanitaires au sein des populations. Merci d'être parmi nous. Merci. Vous avez une double expertise en géographie physique et environnement ainsi qu'en santé. Comment cette combinaison vous permet-elle de comprendre les interactions entre environnement, santé publique et information citoyenne? D'abord, avant de comprendre la combinaison de cette double expertise et voir comment est-ce que cette combinaison peut nous permettre de pouvoir allier les informations environnementales pour permettre aux différentes communautés de pouvoir réduire les risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement. Il faut préciser que l'environnement a un impact sur la santé des populations, tant au niveau de l'environnement naturel que l'environnement humain. Alors la combinaison de ces deux facteurs impacte directement la santé des populations à travers l'eau, le relief, le sol et quand l'eau est également polluée et les activités humaines. Alors cette combinaison peut aider les différentes communautés à avoir un certain nombre d'informations environnementales afin de prendre des dispositions pratiques pour lutter contre les risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement. En tant qu'enseignant, chercheur et acteur associatif, quel rôle pensez-vous que la société civile et le milieu académique dont vous faites partie peuvent jouer pour améliorer l'accès à l'information environnementale? D'abord, je vais commencer par le milieu académique. Nous sommes de ce milieu. En tant qu'enseignants-chercheurs, nous travaillons sur des questions liées à la dégradation de l'environnement à travers des études afin de prévenir les risques sanitaires liés à cette dégradation de l'environnement. Et je pense que la mise à disposition des données liées aux informations environnementales peuvent aider les décideurs publics à prendre des initiatives en associant les différentes communautés
pour réduire les risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement. Vos travaux ont mis en lumière le lien entre dégradation environnementale et émergence de maladies infectieuses à Abidjan. Selon vous, comment l'accès à l'information environnementale fiable pourrait-il aider les communautés à mieux se protéger? D'abord, les différents résultats de nos différentes recherches sont des éléments importants quant à la prise de décision des décideurs publics. Ces informations peuvent être reliées et relayées auprès des populations afin que ces derniers puissent être impliqués de façon pratique dans l'orientation pour la préservation de l'environnement. Donc ces informations sont fiables quant à des prises de décision beaucoup plus pratiques pour aider les différentes communautés à réduire les risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement. Docteur, est-ce que vous pourriez brièvement nous exposer un exemple d'étude qui fait le lien entre environnement et santé? Nous pouvons citer le cas d'une étude que nous avons élaborée en 2022 sur l'activité de teinturerie et les risques sanitaires chez les acteurs qui étaient impliqués dans cette activité-là. Et cette étude a révélé que 80% des infections respiratoires développées par les acteurs de cette activité étaient liées à l'activité qu'ils développaient, c'est-à-dire la teinturerie de Bazin, précisément dans la commune d'Adjamé. Pour dire combien de fois ces études peuvent être des éléments importants quant à élaborer un plan épidémiologique de surveillance et d'aide à ces acteurs-là qui sont un élément important dans le poids économique de notre pays. Quels autres types de données sensibles sont les plus critiques? Je vais reprendre ma question. Quels types de données environnementales sont les plus critiques pour la prévention sanitaire et la planification urbaine? Nous avons également les données liées à l'insalubrité. Et selon l'OMS, 80% des maladies développées par la population sont liées à l'insalubrité. Et l'OMS va plus loin pour dire que près de 12 millions de décès sont liés à l'insalubrité au niveau des différentes communautés sur des espaces beaucoup plus affectés par la dégradation de l'environnement. Comment le numérique peut-il renforcer la collecte, le suivi et la diffusion des informations environnementales dans les villes ivoiriennes et au-delà? L'avantage que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que le taux de pénétration de l'Internet en Côte d'Ivoire est de 74% selon le rapport 2024 de l'ARTCI. Et je pense que cette disposition de la Côte d'Ivoire est très intéressante quant à promouvoir la diffusion des informations environnementales qui pourraient être utilisées ou du moins accessibles aux différentes communautés afin de pouvoir développer des aptitudes et des actions de citoyenneté pour préserver l'environnement et réduire les risques sanitaires liés à cette dégradation de l'environnement. Avez-vous déjà identifié des initiatives numériques qui ont permis une meilleure sensibilisation ou une meilleure prise de décision environnementale? Oui, dans le domaine de la gestion des déchets, il y a des applications qui ont été développées afin de pouvoir localiser et identifier les zones de mauvaise gestion des déchets afin de pouvoir lancer des initiatives de collecte rapide de ces déchets pour éviter que cela puisse impacter la santé des populations dans certains quartiers d'Abidjan. A contrario de cette application, quelles sont selon vous les principales difficultés pour rendre l'information environnementale accessible et surtout compréhensible pour le grand public en Côte d'Ivoire? Le problème ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes à un taux d'analphabétisme qui est de 47% et l'accès à l'information environnementale est souvent compliqué pour une certaine partie de la population et qui sont exposés à un certain nombre de risques qui pourraient impacter directement leur santé. Donc on a le défi de pouvoir résoudre ce problème d'analphabétisme pour permettre aux différentes populations qui n'ont pas l'accès facile à l'information environnementale pour aider au mieux
les décideurs politiques et publics. Mais au-delà de ce problème d'analphabétisme qui existe, comment vulgariser l'information environnementale pour que tout le monde soit au fait de ce qui se passe à ce niveau-là? Il faut adopter d'autres techniques qui est d'associer de façon directe les différentes communautés à travers les chefferies, voilà, qui sont des représentations locales qui pourraient aider au mieux à sensibiliser les populations les plus reculées qui n'ont pas l'occasion d'avoir accès facile à l'information environnementale. Il faut également passer à l'étape de la décentralisation, d'être beaucoup plus proche des populations qui sont les plus affectées par la dégradation de l'environnement pour faciliter l'accès à l'information environnementale. C'est ça. Mais vous parlez de décentralisation. Le numérique doit y jouer son rôle. C'est ça. Vu qu'on a un taux de pénétration d'Internet qui est quand même assez fort, est-ce qu'il n'y aurait pas, selon vous, plusieurs facteurs d'adaptabilité à mettre en œuvre pour que cette information environnementale soit plus généralisée, on va dire? Bon, il faut prendre le problème sur un autre volet. C'est qu'aujourd'hui, l'appui technique est aussi un élément très déterminant. Et ce n'est pas toutes les populations qui ont l'accès facile aux moyens du numérique. Je pense que ce problème-là aussi est un élément important pour pouvoir accélérer la vulgarisation du numérique en faveur de l'accès à l'information environnementale. Selon vous, quel rôle les jeunes et les associations comme Géoplanète peuvent-ils jouer pour améliorer la gouvernance environnementale et la participation citoyenne? La Côte d'Ivoire s'est dotée de plusieurs réglementations en matière de la protection et de la préservation de l'environnement. Nous avons le nouveau Code de l'environnement qui a été élaboré le 23 novembre 2023, qui dispose de plusieurs articles et qui encadre et qui invite également la société civile, les associations et les organisations à pouvoir s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Donc, des organisations comme Géoplanète, qui est une association de jeunes, peuvent aider à diffuser les informations liées à l'environnement, mais également à s'impliquer dans la sensibilisation et l'encadrement des différentes populations pour pouvoir mieux capter les effets négatifs de la dégradation de l'environnement sur leur santé. Donc les associations ont un grand rôle à jouer pour la diffusion et l'accès aux informations environnementales. Quelles sont, selon vous, Dr Sylla, les principales difficultés pour rendre l'information environnementale accessible et surtout compréhensible pour le grand public en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 47%. Et je pense que c'est un élément important qui pose des difficultés pour une certaine partie de la population. Donc, il faudrait déjà élaborer une stratégie, une technique de pouvoir faciliter l'accès à l'information à travers les langues maternelles qui sont parlées par une grande partie de la population. Une grande partie de la population. Et ça pourrait aider aussi à diluer certaines informations beaucoup plus techniques, oui, afin de pouvoir aider ces populations-là à facilement adopter des comportements citoyens et d'accompagner beaucoup plus efficacement les décideurs publics et politiques en faveur de la préservation de l'environnement. Merci Dr Sylla d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos participants que vous êtes enseignant chercheur, maître assistant CAMES à l'université Félix Houphouët-Boigny, géographe de la santé et spécialiste des questions de la dégradation de l'environnement et des risques sanitaires au sein des populations.
Évoquons à présent la problématique de l'amélioration de l'accès à l'information environnementale en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en vue de renforcer la transparence, l'inclusion et la gouvernance environnementale. Pour tenter de répondre à cette problématique, nous sommes en compagnie de Monsieur Halim Diaby. Vous êtes membre de la Coalition pour la bonne gouvernance, point focal pour le compte WILDAF Côte d'Ivoire auprès de la coopération allemande GIZ et ex-responsable du département QHSE à Elior Security, Sidam Industrie. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de les partager. Vous avez un parcours riche à l'intersection de la gouvernance, de la transparence et de la protection de l'environnement. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui vous a motivé à vous engager dans ces thématiques ? Merci pour l'honneur qui m'est fait d'échanger sur la question. Mon engagement, il vient de beaucoup de multitudes d'éléments et de personnes. Pourquoi je le dis ainsi ? Parce que dans mon parcours, depuis la classe de 4e, j'ai commencé à militer dans les organisations internationales. Et de ce fait, j'ai appris et j'ai compris. Depuis ma formation d'ingénieur en environnement aujourd'hui, je peux dire que l'environnement est non seulement un élément, un catalyseur de bonne gouvernance, mais aussi avec un dicton simple qui est sans transparence, pas de réaction, sans réaction, pas d'éventualité. On ne peut se projeter sans l'environnement. Raison pour laquelle j'ai décidé non seulement, de par mon background, axer ma vision sur la bonne gouvernance en utilisant les actions de l'environnement. La transparence, justement, parlons-en. En quoi l'accès à l'information environnementale peut-il, selon vous, renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles ? D'accord, je vais développer ce thème avec des éléments très simples. Vous savez, actuellement, nous sommes en proie à des histoires de litiges au niveau du code minier. Il y a des individus qui exploitent des terres sans avoir des éléments, des papiers qui permettent à ce qu'ils puissent le faire. Cependant, avec les informations claires et clés, parce que comment on peut dire ça, les textes sont pris au niveau de l'État du Côte d'Ivoire, au niveau du ministère des Mines et de l'Énergie. Oui. Parce que tout individu qui veut exploiter une terre doit partir forcément acheter, payer des quotas, comme on le dit si bien. Cependant, le public n'a pas vent de ces actions. Du coup, il y a un souci. Parce que si le public n'est pas informé, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Parce que l'État est le premier propriétaire terrien, mais de ce fait, il n'est pas aussi le propriétaire des villages, ni des communes, ni des villes. Les initiatives de bonne gouvernance que vous avez accompagnées peuvent-elles inspirer des approches concrètes pour améliorer l'accès à l'information environnementale ? Effectivement, dans le cadre de nos actions au niveau de la coalition, nous avons entamé un plaidoyer et envisageons faire un dialogue dans le cadre de la digitalisation. Pourquoi nous le disons ? Nous avons pris un élément très simple, à savoir le SICFU. Le SICFU est un système qui a été mis en place par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Mais cependant, il a des insuffisances. Pourquoi ? Parce qu'avec les SIG, la télédétection, on peut atteindre des objectifs en termes de délimitation des parcelles pour éviter que X et Y soient lésés. Non seulement ça, mais aussi les parcelles ainsi déterminées peuvent permettre qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Vous avez beaucoup travaillé avec des communautés vulnérables, les femmes, les jeunes, les migrants même. Quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent pour accéder à l'information environnementale à l'ère numérique ? La difficulté pour les communautés vulnérables d'accéder à l'information passe sur plusieurs concepts. Nous savons d'abord le maillage Internet qui est réduit parce que la Côte d'Ivoire, même en tant que telle, n'a pas assez axé sa politique de maillage Internet de façon à avoir une couverture sur tout le territoire national. Cela est un fait. Mais aussi l'accès même au téléphone qui permettent à ce que les individus puissent se connecter aux réseaux sociaux. Parce qu'on constate qu'avec un certain nombre de pourcentages, les femmes sont moins enclins à avoir des téléphones que les hommes dans les communautés rurales. C'est un fait qui s'explique avec une étude de la Banque mondiale et du PNUD. Comment justement ça s'explique ? Est-ce que vous pouvez nous le dire un petit peu brièvement ? D'accord. Vous savez, les normes et les éducations permettent à ce qu'on mette l'homme en avant. De ce fait, dans les communautés, généralement, lorsqu'on veut faire un achat ou lorsqu'on veut faire un élément qui permet une évolution, on pense automatiquement à l'homme parce que l'homme est le chef de la famille. Cependant, les femmes sont reléguées au second plan. Entre-temps, elles sont l'essence même de la culture et de la postérité dans les communautés vulnérables. À travers votre expérience en QHSE, comment percevez-vous le rôle du numérique dans le suivi et le partage des informations environnementales ? Le QHSE et le numérique vont de pair. Je le dis ainsi parce que les éléments même du reporting, des études de terrain, des rapports d'études d'impact environnemental et social sont issus du QHSE.
Parce que même le reporting qui est fait par le terrain est concentré sur un dashboard. Ce dashboard permet à ce qu'on puisse non seulement suivre la progression des activités, mais aussi pallier aux différents risques et éventualités quant aux catastrophes qui viendront. Monsieur Diaby, est-ce que vous pouvez nous partager un exemple concret où le numérique a permis d'améliorer la sécurité environnementale ou la transparence dans un projet que vous avez mené ou supervisé? Dans le cadre du projet qui a été fait au niveau de la GEST aussi, en accord avec Sidam Industries et Elior Security, nous avons placé une couronne d'incendie qui permet aujourd'hui aux individus qui travaillent au poste de produits blancs de la GEST aussi de pouvoir être en sécurité lorsqu'il y aura un départ de feu. Pour ce faire, il y a eu des soucis parce qu'il y a eu des complications du point de vue des éléments de terrain qui ont été contournés avec le numérique, avec des plans, avec des représentations graphiques qui ont permis de pouvoir avoir tous les accès possibles pour permettre à ce que ce projet puisse prendre vie. Quels sont selon vous les principaux défis actuels pour garantir un accès effectif à l'information environnementale en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région? Les défis actuels sont l'accessibilité. Avant tout, il faut une accessibilité. Et aussi, je le dis, tous les rapports, que ce soit des institutions étatiques et autres, sont en français. Cela est un frein, est un élément qui peut impacter de façon négative sur la compréhension même de l'environnement en Côte d'Ivoire. Si on le faisait avec des capsules vidéo en langue locale, ou on le faisait avec des manières plus adéquates, on aurait plus de personnes enclines à comprendre les actions de l'État vis-à-vis de l'environnement. Quelles opportunités le numérique offre-t-il aujourd'hui pour transformer l'accès à l'information environnementale en levier de préservation et de participation citoyenne? Dans le cadre du levier, l'élément prépondérant, c'est l'information. Pourquoi je le dis? Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et si tu as l'information dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine du foncier, et dans d'autres domaines où j'en passe, je peux dire que tous ces domaines-là sont autour de l'information numérique. Parce que ces informations permettent à ce qu'il y ait des éléments qui favorisent le développement de ces différentes localités. Et si vous aviez une recommandation clé à adresser aux institutions publiques, quelle serait-elle? D'abord, je vais remercier ces institutions car elles font un travail colossal dans le cadre de l'environnement. Cependant, il y a encore des insuffisances. La coalition a mis en place un élément de réponse à cela. C'est-à-dire, comme recommandation, nous avons de mettre à jour tous les sites des différentes agences étatiques pour permettre à ce que les rapports soient disposés et vulgarisés. Surtout vulgarisés, pourquoi? Parce que les rapports existent, ils sont présents sur les différents sites, mais le consultatif est compliqué. C'est un petit peu le rôle de la KIDP? Non, la KIDP est le dernier recours en termes d'information. C'est-à-dire, moi, M. Alim, je veux une information peut-être à l'ANDE ou à l'ANAGED, agent de gestion des déchets. Je pars à l'ANAGED pour déposer mon élément, mon courrier pour avoir l'information. Et lorsque l'ANAGED ne me permet pas d'avoir l'information, je viens voir la KIDP qui trouve les voies et moyens pour saisir l'ANAGED de me transmettre certaines informations. La KIDP, c'est un recours en termes d'information. Merci, Monsieur Alim Diaby, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos participants que vous êtes membre de la Coalition pour la bonne gouvernance, point focal pour le compte de Wildaf Côte d'Ivoire auprès de la coopération allemande GIZ et ex-responsable du département QHSE à Elior Security, Sidam Industries. Terminons en parlant d'éducation environnementale et d'outils numériques pour garantir aux jeunes et aux communautés un meilleur accès à l'information environnementale en Côte d'Ivoire. Pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes en compagnie de Monsieur Komout Alban Kouassi, qui est le représentant de l'ONG Page Verte Internationale en Côte d'Ivoire. Merci de répondre à nos questions. Je vous en prie, madame. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission principale de l'ONG Page Verte et comment vous intégrez l'éducation environnementale et le développement durable dès le plus jeune âge dans vos actions? Je tiens à vous dire merci pour l'invitation. L'ONG Page Verte est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2016 par des jeunes africains. Voilà, le siège est ici à Abidjan, mais après ça s'est diffusé dans plusieurs pays dans le monde. Et l'objectif principal est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Mais cette éducation, nous avons voulu l'axer sur les enfants, parce que les enfants sont l'avenir de demain. Donc en agissant sur les enfants, ces enfants deviennent des acteurs de changement pour un futur, pour une génération qui est au fait de toutes les réalités liées à la protection de l'environnement et au développement durable. Donc, l'éducation à l'environnement
le tri sélectif et puis naturellement tout ce qui est protection de la biodiversité et également des sols et tout. Quels sont selon vous les éléments essentiels de l'éducation environnementale qui permettent une appropriation par les jeunes des concepts de transparence et d'accès à l'information environnementale? On va dire les éléments essentiels à la base, c'est tout ce qui nous entoure, c'est la terre, c'est notre environnement immédiat qui a un impact sur la santé, qui a un impact sur l'avenir même là, de nos populations. Donc il faut que nos enfants sachent c'est quoi l'environnement, c'est quoi le climat, c'est quoi la terre. Pour qu'ils puissent déjà la protéger, il faut qu'ils sachent ce que c'est. Donc il faut qu'ils s'approprient toutes ces réalités liées déjà même à leur environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement? Il faut leur enseigner pourquoi une action qui est posée aujourd'hui peut avoir un impact sur l'environnement. Pourquoi un robinet qu'on arrête de couler peut avoir un impact sur les générations futures. Donc c'est des choses qu'il faut que les enfants s'approprient afin qu'ils puissent eux aussi vivre avec ça et sensibiliser autour d'eux. Comment l'ONG Page Verte utilise-t-elle les outils numériques, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les plateformes, les applications, les médias scolaires et j'en passe, pour diffuser l'information environnementale aux jeunes, aux enseignants et également aux communautés? Déjà, notre utilisation des outils numériques est limitée, on va dire ça. Mais à travers les réseaux sociaux, nous passons le message. Parce que notre rôle est beaucoup dans la sensibilisation. Oui. C'est un aspect très important dans la lutte contre les changements climatiques, dans le développement durable. Donc la sensibilisation, on sensibilise à travers nos réseaux sociaux, Facebook et tout ce qui va avec. Nous avons également une plateforme web où nous mettons nos actions et nous sensibilisons également sur cette plateforme. Donc nos réseaux sociaux servent généralement pour, voilà, nos plateformes numériques servent pour sensibiliser. Et également, on a des applications qu'on utilise aussi sur tablette, des applications interactives qui permettent aux enfants de faire des simulations sur la protection de l'environnement, sur comment ils peuvent protéger leur environnement. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on utilise dans le travail que nous faisons au quotidien. Est-ce que vous voyez des défis spécifiques liés à la fracture numérique, l'accès à Internet, les équipements, les compétences numériques pour vos publics, qu'ils soient scolaires ou ruraux, etc.? Clairement, vu que la fracture numérique est un frein déjà à la diffusion du message, vu que tout est digitalisé actuellement. Si nous avons un site web qui ne peut pas se faire voir dans un village quelque part à Mans, c'est clair que l'information que nous voulons diffuser n'y arrive pas. Donc, plus l'Internet est généralisé, plus l'information arrive aux communautés que nous voulons toucher. Voilà. Donc, c'est un élément très essentiel. Malheureusement, la couverture en termes d'Internet n'est pas dans tout le pays. Voilà, donc c'est un frein aussi pour les communautés qui sont aussi les plus touchées par les changements climatiques, les communautés reculées qui vivent des ressources de l'agriculture. Oui. Et on sait qu'il y a eu un changement de saison qui impacte les cultures et tout ça. Donc, si ces parents-là au village ont l'information, je pense que ça va aider à faire améliorer leurs conditions. Vous impliquez des élèves de 5 à 17 ans dans vos clubs environnementaux, vos opérations de sensibilisation, etc. De quelle manière vos jeunes bénéficiaires perçoivent-ils le droit à l'information environnementale? Est-ce que cela les aide à agir? Ils sont déjà enthousiastes parce que les enfants sont curieux, ils veulent savoir. Et déjà, une anecdote, l'idée même de la création de l'ONG est partie déjà d'un enfant. La présidente fondatrice avec sa fille qui revenait de l'école et qui disait il faut éteindre les lumières, il faut fermer, il faut arrêter l'eau qui coule, il faut mettre les ordures dans tel bac de couleurs et tout ça. Donc la mère se disant mais attends, un enfant à son âge déjà à la maison sensibilise sur la protection de l'enfant et sur la protection de l'environnement. Donc les enfants peuvent faire changer les choses. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de la création de l'ONG Page Verte, parce que les enfants sont sensibles à ce message-là. Donc voilà pourquoi on a voulu axer notre action sur les enfants. Et les enfants sont très heureux lorsqu'on va souvent dans les écoles, parce que nous faisons ce qu'on appelle les clubs d'environnement dans les écoles. Dans ces clubs d'environnement, on leur enseigne les éco-gestes,
à être des éco-citoyens, des éco-responsables pour impacter leur génération. Comme on le dit, nous, en tant qu'adultes, on a un mental un peu carré, mais les enfants sont encore jeunes. On peut les modeler, faire d'eux des citoyens. Ils sont malléables. On peut faire d'eux des éco-citoyens qui vont changer les choses, qui vont changer l'avenir, qui vont donner une autre direction à ce pays et puis à ce continent, à ce monde. Oui. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour vous assurer plutôt que l'information environnementale atteigne non seulement les élèves, mais aussi les parents, les enseignants, les autorités locales? Pour les élèves, déjà, la sensibilisation que nous faisons, on leur demande de diffuser le message auprès de leurs parents. Voilà pourquoi on a choisi déjà les enfants, pour qu'ils puissent diffuser le message auprès de leurs parents. Au niveau des autorités, nous faisons généralement des campagnes de sensibilisation auxquelles nous invitons soit une autorité, un représentant de maire et tout ça, pour qu'eux également puissent être sensibilisés à tout ce qui est question environnementale. En tant qu'organisation de la société civile, comment travaillez-vous avec les institutions publiques, que ce soit le ministère de l'Environnement, de l'Éducation ou les collectivités locales, pour accéder à des données environnementales fiables, les diffuser et les utiliser dans vos projets? Déjà, nous avons une étroite collaboration. C'est vrai, nous sommes de la société civile, nous ne sommes pas du gouvernement, mais nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, avec le ministère, par exemple, de l'Éducation nationale. Oui. Parce que pour intervenir dans les établissements scolaires, il faut prendre une autorisation au niveau de la direction de la vie scolaire, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est cette autorisation qui nous permet de pouvoir entrer dans les établissements scolaires pour animer les clubs d'environnement, pour passer le message de la protection de l'environnement dans ces écoles. Maintenant, en ce qui concerne le ministère de l'Environnement, nous sommes invités à tout ce qui est ateliers, séminaires en lien avec l'environnement. Et à ces ateliers-là, nous avons la possibilité d'avoir des informations qui sont fiables, des données fiables pour nous permettre de pouvoir les intégrer dans nos projets ou bien dans nos différentes perspectives et idées de projets. Mais il faut dire aussi que cette information n'est pas... On n'a pas toujours... c'est pas une information qui est assez fournie. Voilà, quels obstacles vous rencontrez justement dans cette recherche d'informations? Je veux dire l'absence même de l'information, de données claires et précises. Lorsqu'on prend, on se dit actuellement, tout le monde dit les saisons ont changé. Oui. Les saisons ont changé. Avant, on savait qu'il y avait la petite saison de pluie, la grande saison de pluie, la petite saison sèche, la grande sèche. Et on connaissait les périodes. Actuellement, tout a changé, mais on n'a pas de données claires avec les nouvelles saisons, ça part de quand à quand, pour que nos populations puissent se baser dessus pour pouvoir eux-mêmes gérer leur culture et tout ça. Donc, c'est des informations qui ne sont pas toujours mises à jour, qui ne sont pas toujours disponibles. Néanmoins, une grande partie d'informations, on peut les trouver avec les différents ministères. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques projets menés par Page Verte qui, selon vous, illustrent bien le pouvoir du numérique dans la diffusion de l'information environnementale? Déjà, le projet de Green Ambassador, c'est des ambassadeurs verts, en fait. C'est des jeunes enfants à qui on a appris à travers des tablettes numériques et une application interactive. On leur a appris à prendre conscience déjà de leur planète, de ce que c'est la planète Terre, de ses fragilités, de ses potentialités et de comment ils peuvent la préserver, comment ils peuvent la protéger. Donc, ça a été quelque chose d'assez intéressant. Et à la suite de ça, on a mis sur pied une troupe théâtrale aussi avec les enfants qui, voilà, dans les écoles, ça a permis de faire passer le message. Le projet Jeunes Ouest-Africains Leaders pour l'Environnement, la Gazelle d'Ama, par exemple, comment l'information environnementale y a-t-elle été mobilisée pour renforcer l'engagement des jeunes? Déjà, pour le projet Gazelle d'Ama, nous avons obligation déjà de communiquer sur les réseaux pour que ce projet-là soit diffusé largement afin de pouvoir faire un appel aux personnes qui souhaitaient faire partie du projet. Donc, c'était une des conditions. Donc, ça a été publié sur les réseaux pour que l'information déjà de ce projet soit accessible à tous. Et après, nous avons utiliser aussi des moyens web
On a fait plusieurs webinaires déjà pour expliquer le projet à toutes les personnes qui souhaitaient faire partie du projet. Et nous avons expliqué le projet, nous avons fait les sélections et la mise en place du projet. Comme c'était piloté déjà depuis la Côte d'Ivoire, et puis il y avait certains pays aussi ouest africains, donc on ne pouvait pas se déplacer physiquement. Tout s'est fait par les moyens digitaux. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Et chaque pays a fait sa formation en interne. Quelles recommandations vous feriez aux décideurs publics pour améliorer l'accès, la disponibilité à l'information environnementale, notamment via le numérique? Via le numérique, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place une plateforme d'information sur l'environnement. Une plateforme où on peut avoir toutes les données liées à l'environnement. Je pense que ça pourrait aider les organisations de la société civile, ça pourrait aider des enseignants dans les écoles d'avoir des bonnes informations côté environnement pour pouvoir les diffuser partout où c'est nécessaire. Donc, une plateforme numérique officielle pour la Côte d'Ivoire qui retrace tout ce qui est information liée à l'environnement. Et justement, dans le contexte ivoirien, comment vous voyez l'accès à l'information environnementale d'ici 5 à 10 ans et quel rôle doivent jouer la jeunesse, les ONG comme la vôtre, les médias, mais aussi les technologies dans cet enjeu? Déjà, j'ai confiance en l'avenir. Je pense que à l'allure où l'information est diffusée actuellement, les choses vont changer. Mais il est important que chaque composant de la société puisse s'impliquer, puisse s'imprégner des réalités liées à l'environnement, de la protection de l'environnement. Il faut que chaque personne puisse s'approprier le message de la protection de l'environnement. Et cela passe déjà par une large diffusion du message. Et cette large diffusion peut se faire par les médias. Les médias, on dit les médias sont le quatrième pouvoir. Oui, effectivement. Voilà, le quatrième pouvoir. Donc, ils peuvent agir positivement sur les populations. Mobiliser des communautés, mobiliser des masses sur la question environnementale, afin que tout le monde se retrouve autour de cette question et qu'on puisse ensemble se l'approprier et la traiter et protéger notre environnement. Donc, je parle souvent de nos chaînes nationales où on peut faire plus d'émissions qui parlent d'environnement, plus d'émissions où on invite des jeunes, la jeunesse à parler d'environnement, la société civile, même les gouvernants à parler d'environnement, parce que c'est une thématique qui est primordiale et c'est une thématique qui généralement est reléguée en arrière-plan. Il est important qu'on remette la protection de l'environnement au bout du jour, de sorte que la population dans son ensemble soit largement sensibilisée et que chacun prenne son bâton de pèlerin pour pouvoir œuvrer à la protection de notre belle planète. Et je rappelle que nous n'en avons qu'une, donc il est important de la protéger, de la préserver et de laisser aux générations futures une planète où il fait bon vivre. Merci, Monsieur Komout Alban Kouassi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'ONG Page Verte Internationale en Côte d'Ivoire. Merci à nos invités pour ces interventions. Ces échanges viennent clore notre série d'entretiens en mettant en lumière la dimension stratégique du numérique dans la préservation de notre environnement. Dès demain, nous poursuivrons les travaux en présentiel à l'auditorium de la Primature avec l'ouverture officielle de la 2e édition des JDAIP placée sous le thème « Accès à l'information d'intérêt public et aux documents d'intérêt général » entre ouverture, protection du secret et respect des droits fondamentaux. Une journée placée sous le signe de la réflexion éthique, institutionnelle et stratégique qui marquera une nouvelle étape dans notre engagement collectif pour un accès effectif à l'information publique. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et votre engagement et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 10h pour la cérémonie d'ouverture officielle. Bonne fin de journée à chacun et à très bientôt.